Bonjour à tous, c'est l'heure de votre dimanche en politique, le dernier de la saison. Quel sera le futur énergétique de la France? Le débat s'est encore envenimé à l'Assemblée nationale après l'adoption d'un moratoire suspendant tout nouveau projet solaire éolien, ce qui avait provoqué la consternation des écologistes et des professionnels. Les députés ont fini cette semaine par rejeter cette idée impulsée par les Républicains et le Rassemblement national. Mais que révèle cet épisode sur la vision énergétique et environnementale? Quelle place doivent occuper les énergies renouvelables dans le mix énergétique des 10 années à venir? C'est le thème de ce débat avec nos invités. Aujourd'hui avec nous, Jean-Louis Romégas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Écologistes Europe Écologie Les Verts de l'Hérault. C'est ça. Merci d'être là. Avec nous également en visio, Frédéric Falcon, bonjour. Bonjour. Vous êtes député donc Rassemblement National de l'Aude, merci d'être là avec nous. Et puis André Joffre, bonjour. Merci à vous. Bonjour. Président du pôle compétitivité de Derby Sémater. C'est une association qui regroupe 300 entreprises, laboratoires de recherche, collectivités, avec pour but donc de stimuler l'innovation des énergies renouvelables. Vous êtes en gros le monsieur énergie renouvelable de la région. Merci d'être là avec nous. Alors, et si plus aucun nouveau projet solaire ou éolien n'était autorisé en France? Dans les Pyrénées-Orientales, où le solaire notamment est une matière première en plein essor, cette idée de faire une pause a fait réagir. Regardez et on en parle. Dans son atelier, Bruno Bourcard hésitait entre inquiétude et panique. Cet installateur de panneaux photovoltaïques a déjà vécu un moratoire sur les énergies renouvelables et un gel total de son activité. On a connu ça en 2011. 2011, ça avait conduit à l'effondrement de la filière. En 2013, il a relancé son entreprise, non sans mal. Car le moratoire n'est pas la seule menace qui plane sur son activité. Selon lui, il dénonce des changements de réglementation trop répétitifs. Nous, ce qu'on espère, c'est un cadre stable. On nous a annoncé un changement de TVA à 5,5 pour le mois d'octobre. Ça, c'était il y a 2 mois. Ensuite, on nous a annoncé une diminution des tarifs de rachat de l'électricité. Ça, c'était il y a 2 mois. Dans les Pyrénées-Orientales, la filière solaire représente 1000 emplois. Et le département est un leader en France dans la production d'énergie. Ces acteurs défendent une énergie bon marché, contrairement aux députés LR et RN, défenseurs du moratoire. Lorsque vous produisez de l'électricité avec votre toit, vous la produisez à un prix d'environ 10 centimes le kilowattheure, alors que le prix d'achat de l'électricité, c'est plutôt 20 ou 25 centimes. Donc vous avez une grosse économie. L'Assemblée n'a finalement pas voté ce moratoire, de quoi soulager la filière des énergies renouvelables. Alors Frédéric Falcon, vous l'avez entendu, je rappelle que vous êtes avec nous en visio depuis l'Assemblée nationale. Est-ce que vous aviez au Rassemblement national évalué cet impact ou c'est juste une position idéologique quel qu'en soit le prix? Alors, je voudrais simplement, en préambule, expliquer un petit peu le contexte. C'est-à-dire qu'au départ, ces dispositions qui sont prévues par la loi de programmation pluriannuelle devaient être imposées par décret. Et Marine Le Pen a exigé qu'un débat ait lieu à l'Assemblée nationale, d'où les discussions qui ont été parfois un peu enflammées ces derniers jours sur la discussion de ce texte et le vote de l'amendement de notre collègue LR qui prévoyait simplement une sorte de moratoire sur les nouvelles installations des énergies intermittentes. Alors auparavant, est-ce que vous aviez évalué cet impact économique sur les filières professionnelles ou c'est une position idéologique qui figure dans votre programme? C'est une décision économique, c'est un choix qu'on assume, on a toujours été très clair. On ne veut pas que les factures d'électricité des Français augmentent, qu'elles soient doublées, pour financer derrière des énergies intermittentes qui sont, selon nous, absolument pas rentables. Et il faut faire des choix difficiles dans un contexte budgétaire extrêmement dégradé. La filière photovoltaïque, c'est environ 2 milliards d'euros. Et une entreprise qui vit essentiellement de subventions doit s'attendre, un jour ou à un autre, que les subventions s'arrêtent. Donc, ce n'est pas un modèle économique qui, selon nous, est pérenne. Et c'est un choix qu'on fait en toute connaissance de cause, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. André Joffre, l'association France Renouvelable a dénoncé le vote d'un des plus grands plans sociaux décidés à l'Assemblée nationale. Quel serait l'impact, encore une fois, économique si on appliquait un moratoire en Languedoc-Roussillon? Il est considérable parce qu'en Occitanie, on a à peu près 18 000 salariés
qui travaillent, et vous avez la moitié à peu près, ce sont des artisans, des électriciens, des plombiers, etc. Donc tous ces gens-là, en fait, ils n'auraient pas pu, par exemple, avoir les autorisations d'installer des panneaux solaires sur le toit d'une maison. Les mairies n'auraient pas eu le droit de les délivrer, ces autorisations. Donc vous voyez que ça a bloqué complètement, et d'ailleurs tous les 20 000 entreprises qui sont qualifiées, qui ont fait des efforts de monter leur niveau technologique pour pouvoir faire ça, ont écrit à leurs députés en disant arrêtez de faire ce genre de choses. L'impact sur l'éolien terrestre et l'éolien en mer. En mer, oui, parce que l'éolien en mer, évidemment, il y a 2 gros projets aujourd'hui qui sont en cours. Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle et Barcarès. Bon, ce sont des projets qui sont en cours de développement, ce sont de très gros prototypes. L'objectif, c'est de faire une très très grande ferme en mer, mais évidemment, pour cela, il faut travailler, il faut faire baisser encore les prix de l'éolien en mer. Donc ce sont des investissements énormes. Ah oui, bien entendu. Les entreprises investissent sur des prototypes pour pouvoir ensuite réaliser des projets en vraie grandeur. Jean-Louis Roumégas, pour une partie de la gauche et les écologistes, c'était une décision, un moratoire, un vote irresponsable. Pourquoi ? Absurde. On est dans des contre-vérités. Ce que j'ai entendu, c'est des énormités au-delà de toute idéologie. Quelle énormité ? Par exemple, dire que le renouvelable coûte plus cher que le nucléaire, c'est complètement faux. C'est à peu près la moitié aujourd'hui. Les kilowattheures qui vont sortir des futurs EPR, c'est 100 à 120 euros le gigawatt, alors que dans l'éolien ou dans le photovoltaïque, aujourd'hui, on est à 60 euros à peu près. Donc on est D'abord sur l'initiative de ce moratoire. Et puis l'initiative de ce moratoire, c'est à l'encontre de ce qu'on fait dans le monde entier. Si vous voulez, il n'y a pas de scénario de ce qu'on appelle le mix énergétique, ça n'existe pas dans le monde où il n'y a pas les ENR. On peut être pour ou contre le nucléaire. Nous, on est sur une position de sortie progressive, on n'est pas du nucléaire, mais personne ne dit qu'on peut se passer des énergies renouvelables. Et je voudrais quand même expliquer pourquoi. Rapidement. Très vite, c'est que les projets de nucléaire que défend le Rassemblement national... On y reviendra au nucléaire, sur la deuxième partie. On y reviendra. Oui, mais non, mais si vous permettez. Si on va laisser Frédéric Falcon répondre juste sur ce que vous venez de dire et sur le fait que depuis longtemps, vous ne cessez de dénoncer au Rassemblement national l'éolien et le solaire comme des énergies coûteuses et intermittentes. Absolument, nous ne sommes pas opposés aux énergies renouvelables. Si. Dans les énergies renouvelables, vous avez les énergies intermittentes. Dans les énergies intermittentes, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Par contre, tout le reste, tout ce qui est hydroélectricité, hydrogène, biomasse, pompe à chaleur, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne veut plus subventionner massivement. D'ailleurs, c'est les Français qui payent. On parle là d'un plan qui va coûter 300 milliards d'euros sur 10 ans aux Français. C'est considérable, 300 milliards d'euros aux Français. Il faut dire la vérité. Et le choix idéologique qui est fait, parce que c'est un choix idéologique, il faut qu'il soit assumé à la fois par la gauche et les macronistes qui doivent expliquer aux Français demain qu'on va doubler leurs factures pour financer justement ces énergies qui ne sont absolument pas rentables. Une réponse. Non, mais là, c'est des chiffres qui correspondent à rien, c'est n'importe quoi. Le nucléaire aussi, ça coûte cher. L'EPR a coûté 13 milliards. Un EPR, ils veulent en construire je ne sais combien, qui vont coûter chacun 10, 12 milliards, peut-être 15 milliards. Donc les énergies renouvelables, autrefois, étaient très subventionnées. Aujourd'hui, elles rapportent même à l'État. D'abord parce qu'elles sont moins subventionnées et surtout parce que non seulement elles produisent localement, il y a ça aussi, il faut l'expliquer. Tout ce qu'on met dans le nucléaire ou dans les énergies fossiles, c'est de l'argent qui part à l'étranger, dans les pays du Golfe ou dans les pays qui produisent de l'uranium. Quand vous faites des énergies renouvelables, c'est de l'investissement local, c'est de l'emploi local. Alors, et sur les énergies renouvelables, pour les collectivités aussi. Juste ces chiffres sur les énergies renouvelables qui sont apparemment plébiscités, si on se réfère à cette étude, pour le géant de l'énergie Engie, regardez, 84% des Français ont une bonne image des énergies renouvelables, 94% des riverains des sites y sont favorables. André Joffre. Oui, ça confirme les sondages qu'on fait régulièrement. Tous les ans, nous on lance des sondages, on retrouve absolument les mêmes chiffres. C'est pour le photovoltaïque, ça va très très haut, c'est 95% de gens favorables par exemple. Quand on entend que l'éolien et le photovoltaïque font structurellement monter les prix de l'électricité, dit Ben oui, c'est pas vrai, parce que je peux vous donner quelques exemples. Vous prenez aujourd'hui l'énergie la moins chère. Alors les prix dont je vous parle sont des prix qui sont déterminés par des appels d'offres que lance l'État. Donc le moins cher aujourd'hui, c'est l'éolien en mer, celui qui est fondé, donc en Bretagne essentiellement, qui est posé en fond de la mer. Celui-là, c'est autour de 6 centimes le kilowattheure. C'est à peu près équivalent au prix du nucléaire existant, amorti, donc c'est le moins cher. Ensuite, vous avez du solaire sur les bâtiments.
Sur les bâtiments, c'est les bâtiments collectifs, les entreprises, c'est autour de 8 ou 9 centimes le kilowattheure. C'est le résultat des derniers appels d'offres, je n'invente rien. Et puis, quand vous êtes sur des particuliers, c'est plutôt autour de 10 centimes. 10 centimes, c'est moins cher que le prix du futur nucléaire. Donc, vous voyez que dans tous les cas, le prix des énergies renouvelables est moins cher que les énergies existantes. Frédéric Falcon. Oui, je voulais réagir. Si vraiment c'est formidable, si vraiment c'est rentable, pourquoi alors la filière demande des subventions? Mais on n'en demande pas. On n'en demande pas. On demande des autorisations. Mais vous vivez de subventions. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais évidemment, l'éolien vit de subventions et le photovoltaïque vit de subventions. Mais vous vous trompez. Pour ce qui est des sondages, vous confondez. Attendez, excusez-moi. Je vous ai laissé. Je suis à distance, c'est compliqué. Il y a un écho. Pardonnez-moi. Pour ce qui est justement du plébiscite que vous mentionnez avec des sondages 84%. Effectivement, mais si vous faites un sondage et vous expliquez aux Français que les factures vont doubler justement dans les années à venir pour justement financer ces projets-là, je ne pense pas que vous aurez le même résultat. Et cette approbation massive qui nous est vendue, elle est toute relative parce que vous avez quand même des projets au niveau local, comme chez moi dans ma circonscription, à Canet-d'Aude, où on veut installer un champ photovoltaïque où il y a une vraie opposition même du conseil municipal qui a donné un avis défavorable. Vous avez quand même des oppositions qui se lèvent et parfois vous avez des projets qui sont imposés contre l'avis des populations. Après, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de discuter un petit peu, d'échanger sur le parc éolien de Port-la-Nouvelle qui concerne également ma circonscription. Allez-y, puisque c'est le moment. Allez-y, c'est le moment, en 2 mots. J'ai toujours été très clair au début de mon élection en 2022. J'ai expliqué aux élus locaux qui misaient beaucoup sur cette filière qu'un jour ou l'autre, les subventions allaient arrêter, qu'on allait arrêter d'acheter au prix fort l'électricité qui était produite parce que c'est tout simplement pas rentable. Il faut comprendre qu'un jour ou l'autre, ces subventions vont s'arrêter. Ça sera peut-être pas avec le vote de ce moratoire-là, mais ça sera peut-être en 2027 si jamais nous avons une majorité dans cette Assemblée. C'est-à-dire qu'on ne va pas démonter le parc, mais par contre, on n'achètera plus un prix exorbitant pour la nouvelle, cette énergie. Et dernière chose, nous n'avons pas de filière industrielle française. Nous n'avons pas de filière industrielle française, contrairement à ce qui est raconté. Il y a des installateurs, certes, qui peuvent se reconvertir dans le bâtiment, mais nous n'avons pas de filière française qui produit des panneaux photovoltaïques. Photovoltaïques, c'est très marginal, ou des pales d'éoliennes. Oui, non, sur Port-la-Nouvelle et sur tous les autres projets, en fait, si vous voulez, vous comparez des énergies qui sont déjà matures, comme le nucléaire, etc., ou le gaz, etc., enfin, toutes les énergies qui permettent de produire de l'électricité. Bon, on parlera peut-être plus tard de la production d'énergie au-delà de l'électricité. Eh bien, ça, c'est en fait, il faut une période d'adaptation. Pourquoi le solaire a été cher? Ça fait 20 ans déjà. Attendez, pourquoi le solaire a été cher dans le passé? Parce qu'effectivement, on en a utilisé très peu, etc. Savez-vous qu'en 10 ans, le prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10? C'est considérable. Et aujourd'hui, vous avez le même schéma qui se prépare sur les batteries. Et vous voyez, une fois qu'on aura adapté le solaire plus des batteries, et c'est en cours partout en France, partout en Europe, eh bien, ce n'est plus l'énergie intermittente. Qu'allez-vous lui reprocher à ce moment-là? Qu'allez-vous lui reprocher? Parce que ce seront des énergies qui seront tout à fait pertinente. Et même, vous voyez, en Espagne, en Italie, ils sont en train de renforcer les parcs de batteries. Et le solaire, vous voyez, vous avez fait des gorges chaudes en accusant le parc solaire espagnol d'avoir créé ce blackout. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est l'inverse. C'est le gaz qui est responsable de ça. Et vous refusez de voir les études qui ont été faites par le gouvernement espagnol. Donc, est-ce que c'est faux de dire, comme on l'entend du côté du Rassemblement national, que l'éolien et le solaire ont fait multiplier la facture d'électricité par 2 en 10 ans? Non seulement c'est faux, mais c'est le contraire. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on fait beaucoup de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation. C'est de l'investissement. Vous installez des panneaux sur votre maison, vous diminuez votre consommation par 2 à peu près. En 7 ans, à peu près, vous amortissez cet investissement. Et vous réduisez la facture globale. En un mot, et on va continuer sur le nucléaire. Le prix de revient, pour un particulier, c'est 10 centimes le kilowattheure. Le prix auquel vous vendez le EDF ou d'autres compagnies, c'est 20 centimes. Donc voilà, vous payez l'électricité solaire moins cher. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'aide là-dessus. Il n'y a pratiquement plus d'aide. Sur l'autoconsommation. Oui. Sur l'autoconsommation. Effectivement, c'est séduisant. Nous ne sommes pas opposés à ce que les Français c'est une amélioration par rapport à vos positions à l'Assemblée, quand même. De cette autoconsommation. Par contre, il faut quand même expliquer que derrière le surplus, notamment pendant la période estivale, est vendu et racheté à 4 centimes au prix fort. Ça devient trop technique. On va poursuivre. On va parler du nucléaire si vous voulez bien. Et que ça déstabilise le réseau. On va parler du nucléaire si vous le voulez bien. Donc, mais d'abord, la réaction du ministre Marc Ferracci, chargé de l'industrie et de l'énergie, c'était après le vote, donc mardi finalement, du rejet de la loi qui prévoyait ce moratoire. Le gouvernement prend acte du rejet de ce texte par l'Assemblée nationale. Je pense que ce rejet était nécessaire
tant le texte, dans sa version initiale, a vu ses dispositions dégradées par un certain nombre de mesures industriellement absurdes. Je pense au rétablissement de Fessenheim, économiquement dévastatrice pour nos territoires. C'est évidemment le moratoire qui a été voté sur les énergies renouvelables. À présent, le texte va poursuivre son cheminement législatif. Le cap du gouvernement reste toujours de décarboner notre économie, de sortir de la dépendance aux énergies fossiles et de le faire en électrifiant les usages et en s'appuyant sur un mix énergétique équilibré entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Je vous remercie. Alors, question, qu'est-ce qu'un mix énergétique équilibré? C'est justement la composition. Aujourd'hui, dans la région, par exemple, nous avons la plus grosse production, c'est l'hydraulique, 36%. Ensuite vient le nucléaire, avec la centrale de Golfech, c'est à peu près 20%. Le solaire, 20%. Et puis, on a également autour de 15% l'éolien. Voilà. Après, il y a d'autres petites productions. Mais vous voyez, c'est cet ensemble-là. Et donc, tout le jeu, c'est de faire, bien sûr, le maximum d'énergie décarbonée, ce qui est le cas ici. Mais surtout, le gros enjeu, c'est d'électrifier, c'est-à-dire tous les véhicules. Aujourd'hui, dans la région, la plus grosse consommation, ça représente 43%, c'est le pétrole. Essentiellement pour la mobilité. Donc il faut transformer ça, le remplacer par des tramways électriques, le remplacer par des bus électriques, par des voitures électriques. Et ça veut dire plus d'énergie à produire. Jean-Luc Romégas, est-ce que pour les écologistes, vous êtes toujours dans la sortie du nucléaire? C'est ça le mix pour vous? Alors, d'abord, dans tous les mix énergétiques, il y a tous les types d'énergie. Aujourd'hui, personne ne dit qu'on peut sortir du nucléaire demain. Donc nous, on est sur des scénarios de transition qui sont étudiés. Mais de sortie du nucléaire. Qui à terme, pourraient se passer du nucléaire, mais absolument pas de s'en passer aujourd'hui. Dans le mix actuel, on a besoin de toutes les énergies, mais c'est la trajectoire qui est différente. Ce que proposait le Rassemblement national, c'est de n'aller que vers le nucléaire. Et là, je voulais dénoncer ça parce que c'est tout simplement totalement irréaliste. D'abord, pour une raison, le nucléaire dans lequel ils veulent investir produirait en 2040 ou 2050. Or, on a besoin d'électricité tout de suite. Donc, ce qu'ils nous proposaient, c'était un blackout. Et en attendant, on aurait fait comment? L'énergie renouvelable, elle est disponible en quelques mois. Les panneaux photovoltaïques, il faut quelques mois pour les rendre productifs. L'éolien, un petit peu plus, mais c'est assez rapide aussi. Donc, le nucléaire, il faut 10-15 ans pour arriver à ce qu'il soit productif. Frédéric Falcon. Donc, c'est complètement irréaliste sur le plan du calendrier, déjà. Déjà, un mot sur le débat. L'hémicycle était complètement vide. On sent qu'il y a un gros malaise quand même du côté de la gauche et du côté du bloc central qui n'ont quasiment pas siégé. Bon, il y avait quand même les écologistes qui étaient très mobilisés, qui défendaient leur position, qu'on connaît bien. Ils ont participé à déconstruire la filière nucléaire ces 15 dernières années. Pour nous, c'est simple. Nous avons déjà l'économie la plus décarbonée d'Europe, voire du monde. On produit très peu. Alors, on peut encore faire des efforts. Donc, c'est très simple pour nous. Moratoire sur les énergies intermittentes, éolien et photovoltaïque, augmentation de la capacité de production de 20 à 30%, et ça peut repartir dès le lendemain de la production nucléaire. D'ailleurs, c'est pas des données qui sont du Rassemblement national, c'est Anne Lauvergeon qui dirigeait Areva qui a affirmé qu'on pouvait du jour au lendemain augmenter de 20 à 30% la capacité de production nucléaire dans ce pays. Et un plan sur les renouvelables, certains renouvelables, donc on sort les éoliens et le photovoltaïque du renouvelable, vous l'avez bien compris, avec un plan notamment sur les hydroélectricités, l'hydrogène, la biomasse et tout un tas de choses. Vous voyez, donc nous ne sommes absolument pas obtus, mais il y a 15 ans, on n'aurait pas eu le même raisonnement. On croyait encore, il y a 15 ans, aux espérances des énergies intermittentes. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est plus possible. On a dépensé 100 milliards d'euros en 10 ans pour équiper le pays d'éoliennes avec une production qui n'est toujours pas rentable. Donc on dit stop, simplement. C'est un principe de réalité économique. Non, mais parce que vous voyez, le problème, c'est que vous comparez des choses très, très matures, hein, comme les énergies nucléaires, etc. Ça fait 20 ans, monsieur. Non, mais attendez, mais on a fait des progrès. Je vais vous donner l'exemple du solaire dont le prix a été divisé par 10 en 10 ans, mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Nous, au pôle de compétitivité, notre métier en région, c'est de financer et d'aider au financement de l'innovation. Vous ne pouvez pas vous imaginer les innovations très nombreuses qui sont dans ce domaine. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un phénomène que vous ne voyez pas encore, mais qui va apparaître. C'est la convergence entre tout ce qui est digital et les énergies renouvelables. Demain, vous pourrez, quand vous êtes en déplacement, vous allez vous balader dans la région, eh bien vous pourrez recharger sur n'importe quelle borne publique, avec les syndicats d'électrification, ils sont en train d'en mettre un peu partout, vous pourrez recharger votre voiture avec votre propre électricité qui est sur votre maison distante de 200 km. Ça, vous voyez, ça fonctionne déjà. On sait le faire.
c'est expérimenté et ça va se déployer. Alors, si vous voulez bien, avant de continuer, le texte, voyons ce qu'il contient, prévoyait en tout cas une relance massive du nucléaire, avec notamment la construction de 14 nouveaux réacteurs d'ici 2050. Le gouvernement s'était déjà engagé à lancer la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR. Donc, écoutez ces quelques réactions, c'était au cours des débats à l'Assemblée nationale. Le peuple français n'a jamais choisi de lier son destin à l'atome et nous voulons qu'il y ait une véritable planification écologique qui se rajoute au fait que, à un moment, il va falloir discuter du fait que le nucléaire est plus cher que les énergies renouvelables et que c'est un gouffre financier. 6 plus 8 EPR, et puis le grand carénage, et puis des piscines à lag, et puis une nouvelle usine d'enrichissement de l'uranium au Tricastin, Georges Best 2. On n'en finit pas d'additionner les milliards, les dizaines de milliards. Si nous continuons avec les objectifs du Green Deal, nous prenons le risque de voir les pannes de courant se multiplier en Europe. Il n'est pas trop tard pour faire les bons choix, en favorisant davantage le nucléaire et les renouvelables non intermittents, comme l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse. Jean-Louis Romégas. Oui, là on est dans le contresens. Les dernières interventions de Madame Maréchal, c'est un contresens. Ce qui garantit la sécurité, c'est justement la diversification. On l'a vu, la dépendance énergétique, c'est quand on regardait ce qui s'est passé avec le gaz, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on n'avait plus de gaz. Le nucléaire, on dépend de l'uranium, donc on dépend d'étrangers. On dépend à 60% des énergies combustibles fossiles importées. C'est ça. Donc, le renouvelable, l'intérêt, c'est que vous luttez contre la dépendance énergétique. Et en plus, vous relocalisez au plus près des territoires. Vous créez de la richesse et de l'économie et de l'emploi dans nos territoires. Alors que le nucléaire, comme le fossile, vous dépendez énergétiquement d'autres pays et vous ne créez rien localement. Donc c'est ça la différence. Frédéric Falcon, ce moratoire, donc, est-ce qu'on vous accuserait presque d'être climato-sceptique, en tout cas anti-écologique, oui, c'est le cas? Oui, bien sûr. Si je suis climato-sceptique, alors ça, c'est des accusations absolument péremptoires qui ont été faites par les écologistes pour maquiller un petit peu leur bilan, qui est absolument catastrophique. En 15 ans, ces gens, avec les macronistes et avec le gouvernement Hollande, ont participé à effondrer la filière nucléaire française et à faire de la France le paradis énergétique qu'elle était, qui produisait une énergie abondante, bon marché, un enfer énergétique, à doubler les factures d'électricité. Et aujourd'hui, nous, on veut simplement réparer ce qui a été abîmé, relancer la filière nucléaire pour produire abondamment, pour participer à la demande, enfin répondre à la demande de l'électrification effectivement de notre économie. Et on nous accuse pour cela d'être climato-sceptique. Mais moi, j'ai pas de problème avec le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir avec cela. Il y a un coût climatique selon les choix. Le nucléaire. Si vous permettez, il y a un coût climatique selon les choix que l'on fait. Regardez ce graphique des émissions de gaz à effet de serre avec ces courbes, si on peut bien vous le montrer. Voilà, ces courbes donc qui vous donnent la tendance générale de ces émissions. Qui baissent. Alors, je ne la vois pas, mais qui baissent. Ces émissions de gaz à effet de serre baissent depuis les années 2000 à peu près, à l'exception de la courbe des transports. Mais cette baisse d'ensemble de 1,8% ne permettra pas, selon les études, d'atteindre les objectifs climatiques en 2030. Donc, est-ce qu'il ne faut pas accélérer aujourd'hui sur les énergies? Donc, vouloir relancer l'énergie nucléaire, c'est être climato-sceptique aujourd'hui dans ce pays. On marche sur la tête. Alors que la France produit elle seule à peine 0,9% des émissions mondiales de CO2. Là, je crois qu'il y a de la caricature dans le propos. C'est des accusations qui nous sont lancées. Ce qui est caricatural et qui, pour dire la vérité, est complètement hallucinant, c'est de parier uniquement sur nucléaire. Il peut y avoir débat, sortie plus ou moins rapide, ou nucléaire ou pas nucléaire. Ça, on l'admet, il y a un débat. Mais dire qu'on peut se passer des énergies renouvelables et ne faire que du nucléaire, c'est ça qui est complètement bidon. Je vous donne un autre argument très très important. C'est la résilience par rapport au changement climatique. Vous savez que le nucléaire, les centrales sont parfois mises à l'arrêt parce qu'on n'a plus assez d'eau pour refroidir les centrales. Et on est déjà en pénurie d'eau. C'est quelques jours par an, mais vous vous rendez compte, en 2022, la moitié des centrales étaient à l'arrêt pour maintenance. Prétendre que le nucléaire fonctionnerait tout le temps sans interruption, c'est faux. Toutes les énergies, c'est absolument faux. C'est ce que je dis, c'est pas une position d'écologiste, c'est une position que peuvent vous donner tous les professionnels d'énergie. Alors, monsieur, André, je voudrais répondre là-dessus. Est-ce que l'on pourrait un petit peu aussi avoir une vision sur nos voisins européens, les différents choix? Je voudrais répondre là-dessus si c'est possible. C'est important. Je pense qu'il faut effectivement lever un petit peu les yeux, parce que
avoir un 100% nucléaire, aucun pays ne l'envisage aujourd'hui. En général, le nucléaire, si vous voulez, c'est 35% de la production, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hyperbase, le socle de consommation permanent. Dans tous les pays, la Grande-Bretagne, les États-Unis, évidemment, tous ces pays-là ont fait ce choix-là. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'en 1981, parce que vous parlez toujours du nucléaire, pourquoi on a arrêté le nucléaire en 1992 ? Tout simplement parce qu'on avait trop de centrales. Et en fait, ce qui est passé, est-ce que vous savez qu'en 1981, quand on lance le programme nucléaire, parce qu'il nous reste très peu de temps. La gauche refuse de ce programme nucléaire et le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, a fait passer le programme nucléaire avec le 49.3. Vous le savez, vous, certainement. Allons à l'essentiel. Et donc, on s'est retrouvé avec un excédent de centrales nucléaires qui a commencé d'ailleurs en 86. Et depuis cette époque-là, on a eu trop d'électricité. Donc, on a fait du chauffage électrique. Malheureusement, la climatisation n'avait pas encore démarré et on avait trop d'énergie. Merci André Joffre. Juste un mot pour terminer avec vous, Jean-Louis Romegas. Oui, moi je crois qu'on était dans une position idéologique, non seulement du Rassemblement national, mais des Républicains. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire même des partis plus rationnels d'habitude ont plongé dans une espèce de démagogie populiste anti-écolo. Et ça, je crois que heureusement, ça s'est arrêté parce que ça serait... Et pour le Rassemblement national, ce texte va encore passer au Sénat. Qu'est-ce que vous en attendez très rapidement, s'il vous plaît ? On n'attend rien. Si jamais le gouvernement tente d'imposer cette disposition par décret, ça sera la censure parce qu'on refuse que les factures d'électricité des Français doublent pour faire plaisir à des lobbies ou à des idéologues comme sur le plateau, tout simplement. Merci. Merci à vous tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Je précise qu'effectivement le gouvernement a indiqué qu'il publiera la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret avant la fin de l'été. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Très bon dimanche. Que vous soyez d'ici, de là ou d'ailleurs, France 3 est au plus près de votre région.